connaissent très bien notre motto, notre slogan, assurer une économie forte, promouvoir les entreprises membres. Assurer une économie forte, c'est par l'échange d'expériences, la découverte peut-être pour certains d'entre vous de nouvelles manières de faire ses affaires. Ce matin, grâce à notre partenaire Oracle, que nous remercions beaucoup. Et puis, promouvoir les entreprises membres, c'est vous permettre de vous rencontrer, d'échanger entre vous et plus s'y entendre. Au chapitre des offres que la Chambre de commerce a pour les membres, alors j'insiste beaucoup sur le fait que c'est pour les membres, ce qui veut dire, c'est le message subliminal que ceux, par hypothèse, qui ne seraient pas encore membres de la Chambre, sont priés de devenir membres de la Chambre, toutes affaires cessantes, ce qui me permet incidemment de prier Thierry Reverdin de venir se faire voir de tout le monde. Voici l'homme responsable des relations avec les membres. J'aimerais attirer votre attention sur 2 ou 3 services à nos membres. Tout d'abord, PME Connect. Ce sont des membres spécialistes en matière de financement qui se mettent à votre service. Si vous avez des questions liées à une acquisition, à une vente, si vous vous demandez comment faire pour développer vos affaires, peut-être par développement exogène, un groupe de spécialistes est à disposition pour vous répondre de manière privée et confidentielle. Ce service est présenté aux membres lors d'une session comme celle-ci le 23 mai à l'heure du déjeuner. Je vous rappelle également que sur la homepage du site web de la Chambre, il y a une rubrique « Nouvelles des membres ». C'est votre rubrique. Vous avez une nouvelle sur votre entreprise, un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle tête. C'est votre rubrique, vous pouvez poster là une information. Et puis, depuis le début de cette année, je vous rappelle, ou je vous informe, par hypothèse pour ceux qui n'auraient pas lu totalement tous les CCIG Info qui sont parus depuis le début de l'année, que l'assurance Allianz propose un tarif préférentiel pour les assurances entreprises aux membres de la Chambre. Vous savez que dans le contexte d'assurer une économie forte, il y a évidemment tout ce qui concerne les conditions cadres. Une des conditions cadres qui nous occupe beaucoup, c'est la mobilité. Le 21 mai, on va voter à Genève sur les TPG. La Chambre vous encourage très vivement à accepter la légère augmentation de tarifs des TPG, ce qui ferait peut-être que certains que je ne nommerai pas, et que je peux d'ailleurs d'autant plus nommer que qui se cachent, a été victime de TPG qui ne roulent pas. Donc si on veut des bonnes infrastructures de transport public, il faut libérer un peu de moyens. Alors je sais que ma collègue Nathalie Bock, que je prie par ailleurs de venir se montrer, oui mais alors, derrière le retour de mur, ça ne va pas le faire. Ma collègue Nathalie Bock, en charge des événements, m'a prié d'être brève. Je n'ai donc pas du tout écouté ses instructions, mais comme je suis sa chef, elle ne va pas pouvoir m'engueuler. J'aimerais par contre demander à mes autres collègues qui sont là de venir vous dire bonjour. Il y a Joëlle Blondel, qui est en fait la femme la plus importante de la Chambre parce qu'elle s'occupe de l'informatique. Il y a Natacha Gouet, qui travaille avec Thierry Reverdin. Et maintenant, j'ai quelque chose de tout à fait scoopique à vous dire et une personne à vous présenter parce que je vais maintenant céder la parole à Frédéric Reblandry, qui est notre future nouvelle directrice générale et qui va vous dire 2 mots. Bonjour à tous, et puis je vais effectivement pas être très longue. Bon, vous le savez, la Chambre est à votre service. Moi, dans ma nouvelle mission, ce qui me tiendra à cœur, c'est surtout d'être à l'écoute et de venir à votre rencontre. N'hésitez pas, si mon chemin ne croise pas le vôtre aussi rapidement que vous le souhaitez, de venir à ma rencontre à moi. Le digital, c'était évidemment un thème qui nous occupe tous et qui avance plus vite que les autres. C'est donc important qu'on puisse avoir des partenariats et des manifestations comme on en a aujourd'hui en collaboration avec Oracle, mais c'est vrai aussi que ces événements sont le début d'autres partenariats qui peuvent germer dans votre tête ou lors des échanges qui ont lieu ici. Donc merci à tous d'être intéressés pour le digital. Si vous avez des besoins, vous savez que la Chambre est à votre service et je vous souhaite une toute belle manifestation. Merci. Et on a par ailleurs un autre événement scoopique, puisqu'on a une petite vidéo qui a été tournée il y a quelques heures, là, à 5 h du matin, comme les croissants, qui nous arrive directement des US, de San Francisco,
où la délégation genevoise a entamé sa learning experience, on va dire, dimanche dernier, et maintenant sur la côte ouest pour visiter notamment Oracle demain après-midi. Voilà, donc on a un petit message de leur part, je vous le passe tout de suite. Chers membres de la Chambre, c'est avec très grand plaisir que nous nous retrouvons ici depuis le cœur de l'innovation San Francisco. J'ai le plaisir d'être entouré par notre conseiller d'État en charge de l'économie, Pierre Monnet, qui conduit la délégation d'entrepreneurs genevois, qui vient s'inspirer ici des meilleures pratiques de la côte ouest des États-Unis. Vous savez, Oracle, partenaire digital de la Chambre, qui a vu le jour, et c'est ici que se déploie son cœur de métier, son siège que nous aurons le privilège de visiter demain. Donc, d'un mot, nous souhaitions, avec le past président de la Chambre qui nous accompagne, vous souhaiter la bienvenue à la Maison de l'économie pour ce café digital, et j'ai le privilège de céder la parole à Pierre Monnet. Un sympathique clin d'œil depuis cette belle San Francisco qui connaît son coucher de soleil et qui est l'occasion pour nous de vous adresser au nom de la République et canton de Genève également de plus cordiales salutations. Très bonne réunion et à bientôt. Merci. Voilà, un peu de réactivité, ils sont filmés effectivement dans un dîner de networking, donc voilà, c'est très sympa de leur part et le clin d'œil est tout à fait apprécié. Voilà, donc Oracle, sponsor digital 2017 de la Chambre de commerce. Je suis alors Frédéric Moretti, je suis en charge du développement commercial des solutions Oracle dans le domaine de la finance et gestion d'entreprise. On a également, donc j'ai également avec moi Antoine Bayeul, qui est en charge du développement commercial au niveau des solutions dédiées à la supply chain, donc industrielle. On va parler aussi achat et logistique. Voilà, donc Antoine est aussi un référent sur Genève et sur Suisse à ce niveau-là pour développer ces solutions, nos solutions digitales. Le concept du café digital, je vais vous le résumer très rapidement. L'ambition, c'est de mettre en relation les acteurs du digital et la communauté économique genevoise, avant tout, et finalement vous faire rencontrer au quotidien et que vous puissiez échanger, comme on l'a fait notamment dans la construction de ce café digital ce jour avec 2 partenaires. On va essayer aussi de comprendre ensemble les enjeux du digital et ses leviers de croissance, c'est important. Et enfin, de faire de votre activité digitale une réalité. Si vous avez lu le rapport annuel de la Chambre de commerce, on est en 4e de couverture avec justement ce message et des témoignages de nos clients qui ont pu effectivement, disons, qui peuvent vous apporter aussi des éclairages sur ce qu'ils vivent au quotidien avec le digital. Donc on co-construit avec vous les membres et les quelques non-membres, finalement cette série en 6 épisodes sur l'année 2017. On en est au 2e épisode. On a eu le premier épisode autour de la démystifiant la digitalisation d'entreprise. On a choisi le thème d'aujourd'hui, développons la relation client, grâce à vous, les membres et ceux qui ont répondu au questionnaire, puisque effectivement ils ont pu choisir les thèmes qu'ils veulent voir lors du prochain épisode. On fera la même chose aujourd'hui. Vous avez finalement un questionnaire qui va vous être envoyé par email. Merci d'y répondre, parce que c'est important pour nous de pouvoir construire le prochain épisode du 13 juin, tous ensemble, et pouvoir effectivement répondre à vos questions et effectivement à toutes vos interrogations. Donc, on va vous passer une petite, disons une petite vidéo oui. Sur la relation client. Vas-y Antoine. Ouais, on a voulu juste faire un petit clin d'œil. On a essayé lors du premier café digital, on avait passé une vidéo sur un bébé digital. C'est des vidéos publiques, hein, on n'a pas créé exprès pour ça, rassurez-vous. Voilà, et le message c'est de dire que voilà, la relation client, la relation marketing, même de façon digitale, on va essayer de garder d'avoir une certaine humanité pour que ça soit un succès. Donc voilà, donc on va lancer cette petite vidéo. Qui est sous-titrée. Hey, just that thanks. You sure? Yeah. Username? Nickam. No. And then 1983. No. Zambi Pops. Sorry. Zambi Pops? No, okay. Don't worry, what's your postcode? Oh, it's GU749ZT.
Welcome back, Nick, forever. Please, spend life in school and will continue to request the loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also may not use any bread-based product for any purposes prohibited by US criminal, including the application of drug and this time, you will not allow it to practice. I'm afraid you've timed out. What? Excuse me. Oh, yeah, hi. Just what, then, sir? Yeah, we just... What's your username? Forever. Before, not that. Gotcha, yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that? How about this one? This one? I think I'd pot of rice. You're in? Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be £98. That's express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Red insurance. You didn't answer the debit card insurance option. You know what? It is quite close to the sell by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. What? You want the take home today price, well, that's £2.07. You know what, I'm going to go. Come back soon. I will. Donc repérez là où vos clients abandonnent, ça va être effectivement l'enjeu de la session qui arrive de 20 minutes. Je vous présente Jérémy Wagner et Régis Assad de Business et Décision, membres de la Chambre de commerce et partenaires Oracle. Ils vont effectivement vous montrer comment mieux connaître son parcours client et également comment améliorer le service client à l'ère du digital. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Merci à vous. Merci Frédéric, merci Oracle, merci la Chambre. Je me présente, je suis Jérémy Wagner, je travaille pour Business et Décision et effectivement on nous a confié le challenge de vous présenter en une vingtaine de minutes comment, à l'ère du digital aujourd'hui, on travaille sa relation client et comment est-ce qu'on peut mieux connaître ses clients pour optimiser les parcours. Peut-être juste alors rapidement en 2 minutes vous expliquer qui est Business et Décision et pourquoi aussi aujourd'hui nous on parle de relations clients. On est une société internationale de conseil et d'intégration de solutions spécialisée dans la data et le digital. On fait ça depuis 25 ans en Europe. Ça représente à peu près 2600 talents dans le monde. Et notre mission sur la Suisse et dans le monde, ça va être de aider nos clients à faire plus de plus avec moins de moins. Qu'est-ce que j'entends par là? Créer de la valeur, parce qu'aujourd'hui vous avez tous des données dans votre entreprise, mais on peut le faire en plus en coupant des coûts. Donc nous ce qu'on aide à faire c'est améliorer la performance, donc vous aider à faire mieux ce que vous êtes déjà en train de faire à travers des nouvelles technologies comme le big data, la gouvernance des données. On va également vous aider à augmenter les ventes. On le fait comment? En connaissant mieux son client, et ça va être vraiment l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Donc vous allez entendre tout un tas de termes un peu hype, on va dire, big data, data science, customer experience, brand content, etc. On aide également les sociétés, nos clients, à faire différemment. Donc l'innovation, on le sait, est un relais de croissance à travers aujourd'hui tout un tas d'initiatives qui sont rendues aussi possibles par le cloud, je dirais la barrière technologique aujourd'hui qui nous permet d'aller beaucoup plus vite, et puis aussi de continuer à faire son business dans les règles de l'art en étant respectueux des nouvelles régulations, réglementations, la sécurité est clé quand on parle de données, la privacy, etc. Donc maîtriser la sécurité et la conformité. Quand on parle de relations clients, je ne pouvais pas ne pas vous montrer également cette slide. Nous-mêmes, nous faisons très attention à la relation client et donc nous mesurons notre efficacité à travers un certain nombre d'enquêtes. Et donc Business et Décision est régulièrement classé par la plupart des analystes comme faisant partie des meilleurs intégrateurs internationaux. Ce qui nous rend fiers, c'est que par rapport au paysage et par rapport même à nos compétiteurs, on est 50 fois plus petits. Notez qu'Oracle est très très bien placé également.
transformation digitale, une évidence quand on y pense. Cette petite vidéo vous montre qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de données. La donnée est partout autour de nous, en tant que consommateur, en tant que travailleur, citoyen. Cette donnée nous entoure et forcément, elle influence nos décisions, elle influence nos parcours. Et grâce à cette donnée-là, on va pouvoir mieux comprendre quelles sont les interactions entre un client, une marque, entre un client, une entreprise, un service client. Et aujourd'hui, exploiter cette donnée-là peut être une des clés du succès de, je dirais, vos services clients, la manière dont vous allez promouvoir vos produits, vos marques à l'ère du digital. Donc, bonjour, je suis Régis Assad, je travaille aussi chez Business et Décision, je suis directeur conseil, donc j'accompagne principalement nos clients dans leur problématique de transformation digitale et donc la digitalisation du business model. Donc avant de rentrer dans le parcours client, et avant tout, je tiens à vous le dire, il n'y a pas de solution miracle, c'est adapté à chacune de vos problématiques, à vos organisations, mais on va aborder le sujet de façon un petit peu empirique et rentrer un peu dans le détail. Donc avant, c'était les usages, donc en clair, vos clients qui devaient s'adapter à votre organisation, à vos silos. En clair, le parcours client était à sens unique, vous mettiez un produit dans un rayon, il l'achetait, il appelait le service client et ça s'arrêtait là. S'il avait une autre interaction, par exemple avec le customer care, le marketing n'était pas forcément au courant, etc. Donc le parcours client était à sens unique. Et donc la donnée et la connaissance du client étaient rares et surtout cloisonnées. Et évidemment, sans rentrer dans les détails, vous le vivez tous, il y a souvent des guéguerres au sein des organisations, c'est ce qu'on appelle les silos, et la communication ne se fait pas, et les données sont donc la propriété de chacun des silos de l'entreprise. Aujourd'hui, avec le mobile et le social, le client prend le contrôle, donc c'est un bien grand mot. En fait, c'est à l'entreprise de s'adapter, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas que le client prend le contrôle, c'est que vous êtes dans un environnement compétitif où effectivement d'autres marques ou d'autres entreprises proposent des services auxquels vos potentiels clients ou clients perdus s'identifient plus, notamment dans la réponse à leurs usages du quotidien. Et ce qui est très important, notamment en raison de la diversité des comportements et des usages, de la multiplicité des canaux, etc., je ne vais pas vous refaire l'histoire, c'est qu'il faut se comprendre et surtout réagir très vite, parce qu'il est là l'avantage concurrentiel de nos jours. C'est sur la réactivité que vous pouvez mettre en place pour répondre aux besoins et attentes de vos clients et prospects. Donc l'océan de données, comme tu le disais Jérémy, c'est désormais la richesse, mais qui est complexe à exploiter pour une entreprise, mais c'est ce qui fait vraiment sa différence. L'ère où tout produit est terminée, même si on entend encore chez Apple, le marketing c'est le produit, la vraie valeur de l'entreprise est dans la data, puisque c'est la data qui va permettre de marketer le produit, de penser le produit de demain, de mieux vendre le produit, de le rendre accessible, et surtout ce qui est nouveau, d'associer des services additionnels au produit, donc l'expérience est globale. Donc il faut vraiment mettre la donnée au cœur de l'entreprise, mais il faut la rendre intelligible, notamment par rapport à ces logiques de silos dont on parlait précédemment. Ça, c'est le nouveau client. Anytime, anywhere, any device, ce motto, vous l'entendez depuis quelques années, mais c'est vrai. En clair, l'expérience client est continue, elle est en self-service, ça c'est très très important, c'est quand il le décide et c'est où il le décide. Il n'y a plus de frontières, il n'est plus le client d'une boutique en particulier pour acheter une marque en particulier, il fait comme il l'entend, il achète sur internet, il achète aux États-Unis même s'il est suisse. Voilà, là je ne vous apprends rien. Et pour arriver à ça, il faut bien entendu que l'expérience soit data-driven. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a deux questions data à se poser avant tout quand vous décidez de suivre un client. La première, c'est quelles sont les données à suivre? Donc est-ce que c'est de la géolocalisation? Est-ce que c'est ses goûts? Est-ce que c'est son comportement? Est-ce que c'est jusqu'au post qu'il peut mettre à une heure donnée sur Facebook? Et l'autre question très très importante, c'est à partir de quand le suivre. Et justement, pour éviter cet effet de submersion par la data, il faut décider, arbitrairement ou pas, sur des études ou pas, à partir de quel moment le parcours devient intéressant d'un point de vue commercial ou d'un point de vue relationnel pour vos organisations. Donc la collecte des données, mise en forme qui saute. Par exemple, là c'est l'exemple du secteur aérien du voyage et le secteur du textile habillement. On voit que les fenêtres sur lesquelles les parcours d'achat se décident ne sont pas les mêmes, la temporalité n'est pas les mêmes. Pour un voyage, le cycle est plutôt 6 mois, donc ça voudrait dire qu'il faut commencer à suivre Sacha ou quel que soit l'internaute ou votre prospect dès 6 mois avant la date de voyage prévue. Et par contre, pour vendre un t-shirt, une robe ou n'importe quoi dans le textile habillement, 1 mois est une fenêtre temporelle
temporelle suffisante. Et tout ça pour éviter de se noyer dans la masse de données, on va se concentrer sur celle qui est utile à la transformation commerciale. Donc il faut vraiment connaître les parcours pour délivrer une expérience continue. Alors là, on rentre dans les discours un petit peu marketing, expérience, etc. C'est ce que tu disais aussi autour du brand content. On ne va pas rentrer là-dessus aujourd'hui parce que justement, l'ère où cette expérience client était l'apanage ou était dévolue au marketing est terminée. En fait, une expérience continue, c'est une expérience que toute l'entreprise s'approprie et délivre, quelle que soit la demande ou le point d'interaction avec le contact. Le client constitue son propre parcours. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est lui qui exprime des besoins, c'est lui qui consomme à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit vos produits, vos services. Et donc à partir de là, c'est à vous de vous adapter. Et là, on n'est déjà plus dans une logique de publicité ou de communication au sens classique du terme. Et être présent sur tous les points de contact, ça veut bien entendu dire que quel que soit le moment ou l'endroit, les contenus ou les messages ou les produits qu'on propose doivent toujours être en cohérence avec le discours global que vous tenez d'un point de vue marketing, pub, etc. Puisque sinon, là, on commence à créer un décalage entre les attentes et entre le ressenti réel de vos clients et prospects. Donc connaître les clients pour adapter les parcours, il y a vraiment 4 points qui sont très importants. Le premier, c'est l'omniscience, il faut tout mesurer. Ça, on le verra, c'est aussi la conclusion de la présentation. Tout ce qui se mesure peut s'améliorer, tout ce qui n'est pas mesuré est perdu. Parcours agile, alors là, ça ne concerne pas justement les parcours de vos utilisateurs, ça vous concerne vous. Les parcours agiles, ça veut dire que d'un point de vue organisationnel, vous devez vous aussi vous adapter et raccourcir les temps d'adaptation et donc les réponses que vous pouvez proposer à vos clients et prospects dès que vous avez identifié un pain point, enfin un point de blocage. Ensuite, il y a l'influence, et là c'est vraiment tout ce qui, depuis quelques années, le pair-to-pair, le social, l'influence, etc. Enfin, ce sont des nouvelles façons de réinventer le bouche à oreille. À l'ère de toute communication, en fait, on revient aux fondamentaux de la prescription, qui est le bouche à oreille, et donc la recommandation remplace la publicité. Donc ça veut dire que c'est un nouveau paradigme, on n'est plus juste dans j'investis tant en médias, en communication, en publicité, et je vais avoir tant en ROI. En fait, il faut intégrer d'autres variables pour mesurer ce ROI effectivement, et la façon d'adresser les messages est devenue vraiment prépondérante. Ensuite, il faut unifier les canaux et les données. En fait, c'est ce que je vous racontais. Tous doivent délivrer la même histoire, en tout cas tous une partie de la même histoire pour que vos clients et prospects s'y retrouvent et donc effectivement pour qu'on puisse parler d'une expérience. Donc les canaux et les données, pour raconter une seule histoire, c'est là où effectivement on va avoir du contenu, du relationnel, des choses comme ça. Mais par contre, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est ça, tous les canaux doivent raconter la même histoire. Après, il y a différentes possibilités, omnicanal, multicanal, transmédia, sont juste des façons différentes de délivrer votre histoire. Donc les parcours agiles, ça vous concerne, parce que parler de parcours client et de mesure des parcours clients, c'est d'abord s'organiser au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est très méthodologique, le design thinking, l'agilité, l'adaptation, et même jusqu'à la solution technique d'hébergement de votre expérience client. Tout ça, ce sont des points, vraiment, c'est même pas que c'est important, c'est que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas proposer et donc mesurer des parcours clients qui soient cohérents et qui répondent à vos objectifs. Ensuite, il y a l'omniscience. Donc là, on est en plein dans à quoi doit servir la data. La data, elle doit servir justement à développer de nouveaux services, de nouveaux outils, puisque grâce à elle, on va créer des nouveaux leviers de croissance. Encore faut-il les identifier. Donc concevoir des dispositifs et campagnes à partir de vos données KPIs. Donc là, on est vraiment dans la logique communicante. Ça, c'est le point le plus important, traquer et fiabiliser pour analyser. Donc là, on est vraiment dans l'intégrité et la valeur de la data que vous allez récolter. Donc on commence à toucher à la gouvernance de la data et on s'éloigne justement du marketing et de l'analytique classique que vous connaissez. Ce n'est pas parce que Google Analytics ou quelle que soit la solution vous dit que vous avez tant de taux de transformation que c'est vrai, parce que ça ne mesure qu'un petit bout de la lorgnette et ça oublie en fait tout le reste. Parce que les KPIs associés à l'analytique sont finalement assez classiques et donc ils ne permettent pas de piloter le ROI des campagnes au sens où on l'entend. On n'est pas capable, avec des analytics simples, de mesurer en fait la délivrance de l'expérience. Ensuite, la cohérence. Donc ça, effectivement, pour prendre des décisions sur la base de la data, il faut que la data soit cohérente. Il faut que la vision que vous ayez de vos clients et prospects, donc de leur parcours, soit valide et validée par l'ensemble de l'entreprise. Et bien entendu, il faut ajuster les dispositifs et produire les bons canaux. Là, on revient aux logiques communication marketing, mais avant, on est dans la structuration en fait, de l'entreprise.
Ensuite, l'influence, donc ça c'est la façon de délivrer l'expérience. En fait, on ne peut plus, les messages sont plus descendants, je ne vais pas vous refaire tout le discours, mais là l'idée c'est qu'en fait, vous devez identifier vos prescripteurs, les influenceurs, les meilleurs clients que vous avez au sein de votre pool de vente, et c'est eux qui doivent se faire le relais, qui doivent s'approprier vos messages et les délivrer. Et c'est uniquement une question de crédibilité, puisque maintenant tous les messages publicitaires, communication, voire politiques, ne sont plus crus. C'est vraiment, on revient au bouche à oreille et au fait qu'on croit beaucoup plus son entourage ou une star de cinéma qu'on ne croit une marque ou qu'on ne croit un parti politique. Et bien entendu, il faut sortir du lot, donc ça là, c'est effectivement tout ce qui concerne la communication. Donc la relation client, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est de l'affaire de tous. Vous le voyez là, sales, customer service, marketing, et ça encore c'est la façon la plus simple et avec le plus gros raccourci de rendre les gens heureux, puisqu'on sort là du pur business. La relation, l'affect vis-à-vis d'une marque, d'un produit, font partie intégrante du parcours. Parce que c'est à la demande, sans affect, quelqu'un ne s'engagera pas, s'il ne s'engage pas, il ira consommer le produit d'un de vos concurrents. Donc c'est ce qu'on voit, c'est toutes les interactions, tous les points de contact, tous les contenus qui vont petit à petit construire l'image qu'il a de vous-même et donc qui permettra en fait d'engager une vraie relation avec ce client. Après, il faudra bien entendu adresser les réponses ou les questions, il faudra répondre aux questions qui peuvent se poser. Et là, on rentre dans quelque chose qui va vous faire un peu moins plaisir, mais qui est vraiment l'architecture des systèmes d'information. Sans système d'information orienté data, vous ne pourrez pas adresser ni mesurer un parcours client. On revient au marketing, puisque historiquement les parcours clients, c'est eux qui ont la main dessus. La personnalisation, c'est la killer app du marketing. En clair, je veux être reconnu pour ce que je suis, pas dans la logique d'avoir peur et de ne pas comprendre comment on m'a reconnu, mais je veux qu'on se souvienne que j'ai appelé le customer care, que j'ai acheté tel produit, que je n'étais pas content de telle chose, que j'aurais bien aimé être invité à tel événement de votre marque, etc. Donc très clairement, la personnalisation, c'est ce qui va faire la différence. Je rajouterai quelque chose qui n'est pas là, mais la personnalisation en temps réel, bien entendu, puisqu'on est data-driven. Donc comment on le fait en temps réel? On utilise on géolocalise, on utilise des outils type data management platform. Le tag management, c'est la surcouche à l'analytics dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'avoir une vision beaucoup plus probante des parcours et du ROI. Et l'idée, c'est vraiment en fait de maîtriser, de remaîtriser les parcours, contrairement à ce qui est annoncé au début. Même si c'est à la demande, l'entreprise doit rester maître de son business. Ce n'est pas au client de décider du business de l'entreprise. Néanmoins, il faut lui donner cette impression. Et comment on le fait? C'est en mesurant. Et on mesure comment? En mettant en place un écosystème et en transformant l'organisation de l'entreprise. Pour conclure, un exemple de business et décision à Charleroi sur un centre commercial, où l'idée c'était de mixer en fait du mobile, des QR codes et du beacon. Beacon, c'est ce qui permet de traquer les gens dans l'espace sur un lieu donné. Donc l'idée c'était qu'il y avait de vraies bénéfices clients, et donc avec l'application, en fait, ils avaient accès à leur programme de fidélité, donc aussi bien remise pour le parking, etc. Et en fait, avec tout ça, ils pouvaient personnaliser pour recevoir les communications qui leur correspondaient. Donc là, on est dans une forme d'ouverture de l'entreprise qui répond à un besoin de ses clients et prospects, voire même de ses clients fidèles en l'occurrence, et qui ne nuit pas en fait à la façon dont l'entreprise veut délivrer son modèle économique. Et très clairement, les résultats sont concrets quand on aborde ce genre de projet, puisqu'on a eu une augmentation d'interaction et donc d'engagement entre la base de clients fidèles et le centre commercial, un trafic supplémentaire sur le point de vente, parce que bien entendu, quand on a des réductions qui sont limitées dans le temps, ça amène des gens sur le point de vente pour transformer l'acte d'achat. Et la fidélité des clients est surtout mesurée grâce à cette application. Et en fait, là par exemple, c'est le point important, c'est que cette application, le fait que les clients l'embarquent avec eux, ça permet de répondre à tout ce que je vous racontais précédemment. Donc là, le hook, c'était justement comment on va leur faire télécharger cette application et la rendre utile pour remaîtriser le client. En résumé, le marketing doit s'occuper du mesure et du scoring des clients. La data, c'est le point le plus important, c'est comment, où et quand la collecter, et il faut que ce soit des enseignements actionnables, et c'est là où la définition des indicateurs de performance va être très importante. Et il faut clairement s'appuyer sur les meilleurs clients. En fait, votre mine d'or, elle est là. Sans rentrer dans la logique customer-centric, customer-oriented, ou ce genre de notions, puisque là on rentrerait trop dans le détail, c'est vraiment les meilleurs clients qui drivent le gros de votre chiffre d'affaires, c'est eux qui doivent devenir vos ambassadeurs, et c'est eux qui doivent prendre le relais en fait, de vos communications, de vos services, de vos produits.
Et donc là, on est dans les logiques d'engagement, on revient sur le marketing communication, mais en amont, on a vraiment organisé l'entreprise pour pouvoir obtenir des datas actionnables et utilisables pour développer le chiffre d'affaires via les meilleurs clients. Voilà, tout ce qui se mesure s'améliore. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérémy et Régis pour votre investissement, pour le travail, pour la pédagogie. On veut que le café digital soit à la fois pédagogique, pragmatique. Ils ont montré un exemple à la fin. On va continuer avec des exemples et des illustrations de concepts novateurs apportés aujourd'hui par Camilla Lambot, une Suissesse qui est diplômée d'HEC Lausanne, qui a également fait des études de marketing en Écosse. Elle a effectivement commencé sa carrière dans le luxe. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle vit le digital. Et elle est responsable de Taptic en Suisse. Elle va vous montrer justement comment on améliore le service client grâce à des concepts plus ou moins novateurs. Mais voilà, elle va les expliciter tous les nouveaux concepts que vous pouvez entendre, disons, par les médias. Merci Frédéric. J'ai plus besoin de me présenter, Frédéric a tout dit. Donc je vais vite présenter Taptic pour vous expliquer un peu ce qu'on fait. On est une agence digitale de conseil en technologie et développement de solutions innovantes. Donc, comme tout le monde l'a déjà dit aujourd'hui, aujourd'hui le monde est centré autour du mobile. Je pense que vous le voyez tous les jours. Dès que vous êtes à la recherche d'une information, vous allez directement vous tourner vers votre mobile. Mais les courbes de hype sont super rapides. Donc aujourd'hui, il est très difficile pour un responsable marketing, un responsable d'IT, un chef d'entreprise d'identifier vers quelle technologie il faut se tourner parce qu'on n'a pas envie de choisir la technologie hype qui va disparaître l'année prochaine. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter les technologies dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et de vous présenter des cas concrets, comme ça vous pourrez directement voir ce que d'autres personnes ont fait et éventuellement vous projeter dans une stratégie digitale. Donc là, vous avez un peu la vision de Taptic sur les dernières innovations dont on entend beaucoup parler, à savoir les applications mobiles, les smart apps, les chatbots, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui est robotique, voitures connectées. Donc selon nous, les technologies qui sont très matures aujourd'hui, c'est les applications mobiles et les applications mobiles qui embarquent de l'intelligence, avec en plus de ça tout ce qui est vidéo 360, photo 360. On pense que dans les années qui suivent, donc dans les 1 à 2 prochaines années, tout ce qui est chatbot, réalité virtuelle, réalité augmentée, assistant personnel, vont vraiment arriver à maturité, tandis qu'il faudra attendre un peu plus longtemps pour tout ce qui est voiture connectée, robotique. Donc ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, on a le temps d'y réfléchir. Donc les applications mobiles, dans un premier temps, je ne vais pas vous faire la définition parce que je pense que tout le monde en a une dizaine sur son téléphone qu'ils utilisent tous les jours, donc je vais passer directement au cas pratique. Donc les applications mobiles peuvent être au service des commandes. Donc là, vous avez un cas d'un grossiste en viande en Belgique qui avait des problèmes lors des commandes avec de nombreuses erreurs de la part des bouchers. Donc il y avait le service client qui était complètement dépassé. Donc en fait, on a développé pour eux une application mobile sur tablette qui permet aux bouchers de se rendre directement dans leur frigo avec leur tablette. Ils n'ont pas besoin d'avoir de connexion. Ils regardent ce qu'il leur manque, ils notent directement leur commande et dès qu'ils retrouvent de la connexion Internet, la commande est envoyée. Donc ça a énormément simplifié le process parce qu'autrefois c'était par écrit, ils prenaient des notes, ensuite ils allaient passer un coup de téléphone ou envoyer un fax, rappeler le service client parce qu'il y avait des erreurs. Et là, ça a pratiquement amené les demandes au service client à 0. Un autre cas très utilisé pour les applications mobiles, c'est aider les vendeurs en boutique ou alors les commerciaux à vendre les produits de manière plus personnalisée. Là, vous avez le cas du joaillier Fred du groupe LVMH qui a développé une application tablette en boutique pour pouvoir présenter la gamme très vaste de produits. Donc les clients, en fait, ont la possibilité de dire voilà, je suis intéressé par une bague en or jaune avec un diamant, donner toutes sortes de caractéristiques. Et à l'aide de filtres intelligents, le commercial va directement pouvoir montrer la gamme de produits, filtrer en fonction de l'intérêt du client et aller chercher les produits qui l'intéressent. Les apps de vente, elles s'appliquent à tout type de secteur.
Ça peut aussi bien être du luxe, comme on l'a vu tout à l'heure, du pharma, mais également la vente de produits un peu plus complexes, comme dans le bancaire ou les assurances, où les personnes ont besoin de connaître beaucoup d'informations sur le client. Donc son historique médical, par exemple, le degré de risque qui est recherché pour un portefeuille. Et ils ont en fait la possibilité de faire des simulations en live, donc de proposer au client une offre qui est réellement personnalisée par rapport à ce qu'il recherche et son besoin, et pourquoi pas de l'envoyer par mail directement ou de l'appuyer d'autres documents PDF qui sont embarqués dans l'application. Enfin, le dernier exemple d'application que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les applications compagnons. Donc, les applications compagnons, c'est les applications qui vous accompagnent, comme le dit le nom, tout au long du service et de la prestation. Donc c'est le cas, par exemple, je pense que vous avez tous utilisé une app de compagnie aérienne qui vous accompagne pour réserver vos billets, pour faire votre check-in, pour faire des modifications sur votre billet, rajouter un bagage, suivre l'état de votre vol. Là, c'est l'exemple d'une application connectée à un épilateur. Donc, je pense que ça va plus parler aux femmes qu'aux hommes, mais l'idée, c'est que Babyliss a développé une machine à lumière pulsée qui permet de se débarrasser des poils à vie. Le seul truc, c'est que c'est assez complexe à utiliser, il faut donner son type de peau, son type de poil, quand est-ce qu'on a été au soleil, si on le fait au mauvais moment, on peut se brûler. Donc en fait, l'application mobile permet de manière super facile, donner toutes ces données à Babyliss, comme ça ils vont savoir qui vous êtes, quel type de peau vous avez, et c'est connecté directement à l'épilateur qui va se régler automatiquement en fonction des informations que vous avez rentrées. Et à la suite de ça, l'application va vous notifier quand vous pouvez vous épiler, quand vous ne pouvez pas parce que vous allez au soleil, etc. Donc un deuxième concept dont on entend énormément parler aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est plus un concept qu'une technologie, et la technologie s'appuie beaucoup sur tout ce qui est machine learning. Qu'est-ce qui est le machine learning ? C'est la faculté qu'a un ordinateur ou une machine à apprendre par lui-même. Donc il peut apprendre par exemple à reconnaître une image, donc identifier que cette image est un chat. Il peut apprendre à reconnaître des commandes vocales. Il peut apprendre à faire des corrélations entre des événements. Il peut détecter une émotion, donc il y a plein de possibilités qui sont possibles. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer des exemples très pratiques d'applications. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle au service du e-commerce. Je pense que certains d'entre vous connaissent l'application Pinterest, qui permet en fait de visionner plein d'images sur des thématiques qu'on a choisies. Et ils ont intégré de l'intelligence artificielle qui permet en fait de sélectionner des objets. Et la machine, en fonction de ces objets, va chercher d'autres objets qui y ressemblent pour pouvoir les proposer à l'achat aux utilisateurs. Donc là, comme vous le voyez, il sélectionne la lampe suspendue et la machine va automatiquement aller chercher sur Internet toutes les lampes qui y ressemblent et qui pourraient intéresser l'utilisateur. Ce genre de reconnaissance est super pratique pour même faire gagner du temps à vos clients. Par exemple, si on pense à un site de petites annonces, ce genre de choses, on pourrait imaginer tout simplement prendre en photo une chaise et au lieu de dire c'est une chaise noire qui est à disposition des salles de conférence, qui a telle fonctionnalité et qui vaut tant, on prend la photo et la machine, elle, va s'occuper d'aller rechercher toute l'information. Donc dire toutes les caractéristiques, suggérer un prix parce que c'est le bon prix qui a été estimé sur le marché, etc. etc. Au niveau de tout ce qui est corrélation, voici le cas de M6 avec qui on travaille. On a fait en fait un système de recommandation de programmes en fonction des comportements des utilisateurs. Donc là, en fait, on va analyser le comportement des utilisateurs sur l'application. Donc qu'est-ce qu'il a regardé, pendant combien de temps, quels sont les programmes qui l'intéressent. Et ça va être corrélé avec des données environnementales. Donc la météo, où je me trouve, ma position géographique, est-ce que je suis en déplacement ou pas. Et ça permet en fait de proposer du contenu qui est adapté à ce que recherche l'utilisateur. Donc s'il est dans les transports pour aller au bureau, ça ne sert absolument à rien de lui proposer un contenu de 50 minutes s'il a 20 minutes de transport. Il y a peu de chances qu'il continue à regarder son émission au bureau.
Vous pouvez analyser tout type de comportement. Ce qui est super intéressant, c'est tout ce qui est analyser les utilisateurs qui sont insatisfaits et qui vont peut-être vous quitter en tant que client. Donc vous pouvez identifier ces comportements et les anticiper, donc réengager les gens qui sont sur le point de vous quitter. Enfin, un dernier exemple, c'est l'intelligence artificielle au service du contenu. Donc le contenu, là, c'est le site Cuisine A à Z, et c'est un site qui répertorie des recettes. Et ils avaient besoin d'ajouter des images à toutes les recettes. Donc c'est un travail qui est assez fastidieux à faire. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui va reconnaître les mots qui sont présents dans la recette et proposer automatiquement des images pour chacune des recettes. Alors un autre thème, donc, je pense que pas mal d'entre vous ont entendu parler, c'est les chatbots. C'était un peu le buzzword de 2016 dans le digital. Qu'est-ce que c'est que les chatbots? C'est des robots qui vont avoir la possibilité de comprendre des demandes écrites ou vocales des utilisateurs et vont y répondre grâce à des bases de données et à des connaissances qu'on leur a apprises. Donc les bots sont très utilisés au niveau du service client. Souvent le service client est débordé de demandes de tout genre et souvent très répétitives. Et un humain n'a pas une énorme valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de redonner un mot de passe, de répondre à des questions très basiques de type FAQ. Le bot, il est capable de trier ses demandes. Donc on lui a appris via des arbres conversationnels ou en intégrant un peu d'intelligence artificielle à répondre à ces questions. Et il va répondre aux questions très simples. Donc c'est pratique pour les horaires de nuit, les horaires de week-end où personne ne travaille. Et lorsque une demande est un peu trop complexe pour lui, il y a tout à fait la possibilité de réorienter la question vers un humain qui va pouvoir lui se focaliser sur les questions pendant lesquelles il va avoir une réelle valeur ajoutée. Donc là, je vous ai donné l'exemple du customer service, mais c'est applicable à n'importe quel service. Chez Taptic, par exemple, on a un bot pour gérer toutes les questions RH et trier les demandes. Donc les demandes de congés, les demandes administratives, ce genre de choses, elles sont triées par un bot. Le bot peut aussi être au service de la vente. Alors attention, un bot n'est pas un humain, donc il faut lui faire des ventes relativement simples et des ventes qui sont si possible répétitives. Parce que si vous avez envie de chercher une nouvelle paire de chaussures, par exemple, vous avez plus envie de regarder, de fouiller sur le net, d'aller dans les boutiques, etc. En revanche, si vous voulez commander une pizza, 80% des gens vont recommander la même pizza à chaque fois à la même adresse. Donc c'est plus simple d'avoir un bot qui va juste vous demander « Bonjour Camilla, est-ce que tu veux une pizza margarita à la même adresse que d'habitude ce dimanche ?» J'ai juste à répondre oui, ce qui est beaucoup plus simple que télécharger une application ou alors me rendre sur un site web ou alors téléphoner. Donc il faut bien penser au fait que le bot, il y a très peu d'interfaces. Là, il y a quelques images, mais ce n'est pas un site web, ce n'est pas une app. Donc il faut rester très basique. En termes de bots, il existe aussi les assistants personnels qui, eux, vont non pas reconnaître du texte, mais reconnaître des commandes vocales. Donc c'est le cas, par exemple, d'Amazon Echo ou de Google Home, à qui vous pouvez parler. Donc vous pouvez poser des questions, les interpeller, et ils vont vous répondre. On a développé, par exemple, pour une société industrielle qui s'appelle Imeris, une application sur Amazon Echo qui leur permet de vérifier l'état des stocks et de passer des commandes. Donc vous pouvez demander à Alexa, c'est son petit nom, Alexa, quel est l'état des stocks. Alexa va vous répondre et dire ok, très bien, j'aimerais bien commander 10 articles de telle référence. Donc c'est très pratique pour les gens qui ne sont pas devant un ordinateur, qui ont les mains prises, ce genre de choses, c'est rapide. Le seul bémol, et c'est pour ça qu'on disait que ce n'est pas très mature encore, c'est que ce n'est pas disponible en français. Pour le moment, ce n'est que disponible en anglais et en allemand. Alors, la réalité augmentée, je pense que vous avez tous vu ces images de personnes qui portent des casques, et parfois la définition réalité augmentée, réalité virtuelle est un peu floue. Alors, la réalité augmentée vous permet de visionner l'environnement dans lequel vous vous trouvez et d'ajouter par-dessus une couche de digital. Donc là, vous avez l'exemple du Tyson Group qui a développé sur l'HoloLens, qui est un casque de Microsoft, qui est très performant parce qu'il permet de géomapper l'espace, de placer des objets à des endroits précis.
Là, c'est au service du support technique. Donc, les réparateurs du ThyssenKrupp mettent le casque HoloLens. Donc, ils voient l'ascenseur qu'ils doivent réparer, mais à la fois, ils ont la possibilité d'ouvrir une fenêtre pour voir les dernières maintenances qui ont été réalisées. Ils ont la possibilité d'ouvrir une autre fenêtre pour appeler un collègue parce qu'ils ne sont pas trop sûrs de ce qu'ils veulent faire et ils doivent demander l'expertise de quelqu'un d'autre. Le collègue va voir exactement ce que voit la personne avec le HoloLens, va lui dire « Attends, je t'entoure cette pièce, c'est celle-ci que tu dois la changer ». Et ça leur permet d'avoir une réelle assistance et une préparation pour toutes les opérations qu'ils vont réaliser. Un autre secteur dans lequel la réalité augmentée peut être très intéressant, c'est l'immobilier. Notamment tout ce qui est promotion immobilière, on peut se rendre sur un terrain et imaginer la tour qui va être construite. Là, c'est un petit exemple ludique, c'est une carte de visite d'une personne dans l'immobilier où lorsqu'on l'ouvre avec son smartphone, avec la bonne app, eh ben, on voit un immeuble, enfin toute une promotion apparaître. La réalité augmentée peut aussi être au service de la culture ou de l'ajout de contenu. Donc là, nous, on a développé pour l'Opéra National de Paris une application qui embarque de la réalité augmentée. Donc quand vous êtes dans l'application et que vous ouvrez votre caméra, vous allez avoir des flèches qui vont apparaître et qui vont vous guider vers votre place, vers les vestiaires, la sortie, les transports publics. Et dans la culture, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer qu'en regardant un tableau, vous allez avoir une vidéo qui va apparaître de l'artiste qui parle de son tableau, du contenu supplémentaire. Ça peut être toute forme de contenu. Et enfin, la réalité virtuelle. Donc là, à la différence de la réalité augmentée, vous mettez un casque et vous êtes complètement immergé dans un environnement virtuel. Je pense que tout le monde a vu tous les jeux qui existent en réalité virtuelle, mais parfois c'est un peu difficile de savoir comment vraiment intégrer la réalité virtuelle à mon business. Donc là, vous avez l'exemple de la réalité virtuelle dans le cadre du retail et le cas de Decathlon. Alors Decathlon, ils ont des grandes boutiques, des petites boutiques et ils vendent des tentes. Lorsque vous achetez une tente, vous avez envie de l'essayer pour voir si elle est suffisamment confortable pour 2 personnes, pour 3 personnes, etc. Comme ils n'avaient pas la possibilité de déplier toutes les tentes dans leur petite boutique, on a développé une application en réalité virtuelle qui vous permet vraiment de vous projeter à l'intérieur d'une tente, de regarder autour de vous et de pouvoir choisir cette tente en fonction de vos impressions dedans. La vidéo est en ligne d'ailleurs, j'ai pu la consulter, elle est en ligne depuis le 25 avril. Je vais aller Decathlon et je suis Alors la réalité virtuelle, elle peut aussi être au service du tourisme. Je crois qu'il y a des personnes de Club Med qui sont ici, donc qui doivent connaître cette application. Mais donc on a développé une application qui est en boutique, qui permet aux clients de mettre un casque de réalité virtuelle et d'être projeté dans les différents villages Club Med. Donc vous pouvez vous retrouver au bord de la mer, vous promener au bord de la piscine, aller visiter les chambres, le restaurant. Et ceci pour tout type d'environnement, ce qui permet vraiment aux gens de se projeter déjà dans leurs vacances et d'aider à faire de la vente. Enfin, la réalité virtuelle, elle est super utile au niveau de la formation. Ça peut être la formation de vos clients, donc si vous voulez leur montrer tout votre processus de fabrication, vos différents sites, ce genre de choses, mais également la formation de vos employés. L'image que vous voyez là, c'est l'HTC Vive. Donc vous avez un casque et des manettes, donc ça vous permet aussi de réaliser des actions avec les mains. Là, dans cette application précise, il faut sécuriser un bâtiment. Donc la personne doit verrouiller des portes, ramasser des objets par terre. Donc ça permet de s'entraîner, et notamment de s'entraîner pour des situations qui, heureusement, ne se produisent très peu souvent, comme des évacuations d'usines, des alertes incendie, vraiment de pouvoir apprendre à réagir à ces différentes urgences. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc ma mission aujourd'hui et votre mission du coup, c'est de pouvoir comprendre toutes ces technologies, déjà de pouvoir placer des cas et des définitions sur des buzzwords que vous avez pu entendre, pour pouvoir voir, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, identifier vraiment le besoin de vos utilisateurs et trouver les solutions les plus appropriées pour améliorer votre service. Voilà. Merci Camilla, merci.
merci aussi à Business et Décision pour avoir respecté le timing. C'est vrai qu'on a commencé un peu tard, mais je crois qu'on est bien revenu, bon, toujours avec un quart d'heure de retard, mais au moins on n'a pas creusé le délai. On a un fil rouge habituellement pour vous expliquer aussi dans chaque épisode qu'on est en train de digitaliser la chambre de commerce elle-même, de créer des nouveaux tableaux de bord. Et effectivement, on a aujourd'hui les clients, utilisateurs, gestionnaires des systèmes futurs. Donc vous avez vu Joël préalablement, et puis il y a Thierry qui est ici, qui va venir nous dire un petit mot. Gilles de Synchrotech étant absent aujourd'hui. Voilà, on est vraiment en train de moderniser toute la partie analytique. Donc Thierry, quelques mots. Vous avez vu, je crois, les produits. Vous avez été relativement servi. Comment vous visualisez le... Je ne veux pas dire plus ou lancer plus de fleurs à Oracle, notre sponsor, qu'on remercie. Mais c'est vrai que j'ai été flashé, c'est le mot qu'on doit utiliser, quand j'ai vu un des tableaux de bord de la société qui permettait de gérer tel type de clientèle. Et sachant que notre chambre est une chambre qui change, qui progresse, qui se modernise, je me suis dit qu'il était important de pouvoir suivre la fameuse règle Know Your Customer, connaissez vos clients, en ayant, grâce à ce tableau de bord, un œil plus pointu pour mieux répondre à la demande type service client, type besoin client. Qui sont les clients? Tout simplement, c'est vous, c'est les membres. Et voilà. Donc j'ai été très très heureux de découvrir ça au début de ce partenariat. Et puis la direction de la Chambre a entériné la proposition. Et on est en train de se doter avec Oracle, avec une autre société qui s'appelle Synchrotech, d'un très bon tableau de bord. Et c'est Joël qui mène la barque technologique pour y arriver, on pourra répondre de façon plus pointue et mieux connaître vos besoins. Voilà. Merci Thierry. Très très bien. C'est parfait. Merci Thierry. Donc on va finir par une session de questions-réponses avec les interlocuteurs du jour. Effectivement, ils sont là. Je crois qu'on a appris des choses. Moi, je suis personnellement beaucoup plus hype qu'au départ de la journée. Donc voilà, je vous propose de répondre aux questions. Camilla, Jérémy et Régis. Et puis, il n'y a pas de mauvaises questions. Allez-y, lancez-vous et après on boira tous ensemble un café. Et on se donnera rendez-vous au prochain épisode. Allez. Donc la première question est toujours la plus délicate. Vous pouvez vous lancer. Il est super clair. Moi j'ai une question, vous parliez de... Attendez, il y a deux questions déjà. Alors, moi je ne voulais pas intervenir si vous avez des questions. Alors il y a une question déjà, effectivement monsieur. Voilà, actuellement on doit toujours charger des applications. Est-ce que la technologie ne va pas aboutir à ce qu'on utilise exclusivement le site, donc qu'on modifie au fond, qu'on adapte les sites pour qu'ils jouent le rôle totalement des applications? Alors je pense que ça dépend des usages. Les sites, leur avantage c'est qu'ils sont parfaits pour communiquer de l'information et pour être une vitrine de votre business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont responsives, donc ça vous permet vraiment de les consulter depuis un ordinateur, depuis un téléphone. L'avantage des applications, c'est vraiment de générer de l'engagement. Donc c'est pour les personnes qui vont vouloir revenir régulièrement utiliser un service. Ça va vous permettre d'envoyer des notifications push, donc de pouvoir les réengager sur des sujets bien particuliers et personnalisés. Donc je pense qu'en effet, pour certains usages, il n'y a pas besoin d'avoir une application, un site web fait très bien le job. Mais comme on le disait tout à l'heure, le but c'est vraiment d'identifier votre besoin et le besoin de vos clients et de définir une application en fonction, mais ça va dépendre si vous avez besoin d'utiliser la caméra, si vous voulez envoyer des push, si vous devez utiliser des fonctions qu'on appelle natives du téléphone. Dans ce cas-là, une application a du sens, mais si vous n'en avez pas besoin et que le but c'est vraiment de présenter de l'information, en effet, le site web peut complètement remplacer une application mobile. Merci. Moi j'aurais une question. Comment se positionnent les marques du luxe? Parce que le luxe c'est plutôt basé sur la rareté et l'exclusivité. Et du coup Internet c'est tout sauf ça, c'est justement la confusion et puis l'instantanéité.
Alors en fait, les marques dans le luxe se servent du digital pour améliorer leur service. Donc travailler sur accueillir le client encore mieux en boutique parce qu'on connaît ses goûts, on connaît son historique, on sait par exemple quel bijou il possède déjà, qu'est-ce qui est susceptible de l'intéresser. Donc le but avec le luxe et le digital, c'est que le digital ne doit pas être omniprésent. Ça doit permettre d'améliorer le service, mais en aucun cas ça ne remplace le service humain et personnalisé en direct. Alors j'ai plus l'étude en tête, mais il y a quelques années, le driver qui a fait que les marques de luxe se sont mises au e-commerce, c'est parce qu'il y a 30% des nouveaux consommateurs du luxe au niveau mondial qui ne veulent pas vivre l'expérience en magasin, mais ils veulent quand même consommer aussi du luxe. Donc du coup, ça répond aussi à des besoins identifiés de leurs audiences, et voilà la façon dont ils répondent. Et après, notamment le Kazakhstan, ce genre de pays, il y a des très très riches, mais les boutiques sont limitées, la distance ne permet pas d'aller en boutique, et c'est aussi le deuxième point qui avait lancé, en tout cas les tests e-commerce il y a 5 ou 6 ans pour des grandes marques. Après, par contre, c'est ce que tu dis, hein, finalement, c'est toujours l'expérience, enfin, c'est amener les gens sur le point de vente, c'est ça leur objectif, puisque l'expérience, elle n'est pas uniquement sur le produit. Le produit, c'est la conclusion de l'expérience, mais surtout le parcours que la marque va proposer justement à ses clients et prospects. Oui, c'est une remarque par rapport à ce que vous dites. C'est vrai que le web to store, normalement, on revient quand même sur ce fondement parce qu'on se rend compte quand même que le taux de conversion est quand même plus important en magasin que sur le web et que c'est quand même, on va pas penser tout digital, mais aujourd'hui on commence à réfléchir autrement. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est une vraie stratégie à mettre en place et on se rend compte que même les GAFA eux-mêmes ouvrent des stores pour faire venir sur le lieu de vente et c'est hyper important, même dans le store. Et c'est exactement ce que tu disais sur les bots, en fait. L'intérêt d'un bot, et c'est en fait la même chose, l'intérêt du e-commerce, c'est quand on sait ce qu'on veut acheter, par exemple Nike, je fais toujours la même pointure, un modèle me plaît, j'ai qu'à déclencher l'achat. Après, il y a beaucoup d'autres produits, il faut aller essayer, il faut aller toucher, il faut aller sentir le produit, et ça, enfin, le web ne s'y substituera pas, en tout cas pas en l'état actuel des technologies. Question, oui. Alors, allez, on y va. Bonjour, donc moi je travaille dans la formation digitale. Vous en avez parlé notamment pour la réalité virtuelle, mais en ce moment, il y a des applications aussi de l'intelligence artificielle ou des bots, notamment pour personnaliser les parcours d'apprentissage sur des plateformes de formation où on va aller identifier les thèmes sur lesquels une personne doit être formée ou des choses qu'elle sait déjà. Est-ce que vous observez que c'est des demandes qui émergent? Est-ce que c'est pas encore mature? Non, c'est des demandes qui émergent parce que l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que en fait, vous êtes super concentré dans cet apprentissage parce qu'il n'y a pas de distraction autour de vous. Et par exemple, on a travaillé pour la Maïf en France sur de la formation, mais pas du tout visuelle comme ça, mais vraiment sur le danger de donner ces données et de l'utilisation de ces données. Donc c'est vraiment tout un parcours éducatif qui se fait en réalité virtuelle, pas forcément imagé avec des actions comme ça, mais qui permet d'être guidé, de suivre toute une initiation de manière vraiment immersive. Après, il y a toujours le problème des devices. En général, on peut le faire chez soi parce qu'on n'a pas forcément un casque de réalité virtuelle chez soi. Donc ça doit être fait dans des instituts ou alors en entreprise. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Question au fond, tout au fond. Comment vous envisagez l'intégration mieux de ce que vous faites dans l'espace de vente? Est-ce que ça serait intéressant, par exemple, de travailler plus ensemble avec des architectes d'intérieur? Oui, je pense que c'est quelque chose qui doit être prévu par les architectes. Alors nous, on est souvent consultés peu sur l'aspect ergonomique, mais plutôt technologique. Mais je pense qu'en effet, on voit de plus en plus des boutiques qui sont faites avec des bornes interactives, des écrans qui sont destinés à diffuser de l'information. Mais après, nous, personnellement, on est plus contactés. Il y a déjà eu l'idée en place et on est contactés pour créer le contenu, si vous voulez. Oui, mais après, est-ce que ça ne serait pas une idée de proposer aux clients de travailler avec aussi un architecte pour avoir une solution qui est mieux intégrée? Oui, je pense que c'est, en effet, il ne faut pas, et justement on parlait du luxe, il ne faut pas qu'on voit le digital, donc il faut qu'il soit parfaitement intégré à ce qui existe déjà et à l'univers de la marque. Donc c'est pas juste poser une tablette moche sur un comptoir et
et avoir cette expérience-là. Donc en effet, je pense que c'est un bon point. Il est important de bien l'intégrer à l'intérieur de l'hôtel. Et ça fait un pourcentage important de vos projets actuellement que vous travaillez alors la vente, c'est un pourcentage important. Le retail, c'est moins important. Parce que la vente, ça comprend le retail, ça comprend également les commerciaux qui ont des tablettes à la place de dossiers. Mais de plus en plus, notamment avec nos clients dans le luxe, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. C'est pareil. Oui. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on parle beaucoup effectivement d'expérience et de ramener du trafic vers des points de vente, ou comment est-ce qu'on améliore l'expérience sur le point de vente en lui-même, là encore la data peut vous aider. C'est-à-dire qu'on a conclu en disant qu'on ne pouvait qu'améliorer ce qui pouvait se mesurer, et c'est vrai en fait sur tous les canaux. Donc, on parle beaucoup de digital, d'applications mobiles, de web. Sachez qu'on peut le faire sur des points physiques. L'intérêt, c'est de pouvoir justement réconcilier ces données, c'est-à-dire d'avoir des données qui viennent du monde digital, des données qui viennent du monde physique, de pouvoir réconcilier ces données et d'un seul coup d'avoir une vision plutôt à 360 degrés de l'expérience et de savoir aussi du coup quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux et pouvoir ventiler vos budgets, savoir où est-ce que ça vaut le coup d'investir pour avoir un meilleur retour ou au contraire peut-être pourquoi pas couper des coûts, voir que certaines campagnes de marketing peut-être ne fonctionnent pas. Et en ce sens, encore une fois, grâce à vos données, et vous les avez la plupart du temps, simplement il faut pouvoir les pointer, faire une cartographie de ces données-là, comprendre d'où elles viennent, mais la plupart du temps elles sont là, simplement il faut pouvoir les valoriser pour capitaliser dessus. En fait, on touche à deux notions. Enfin, une notion importante, c'est le Unique User ID. Justement, comment vous êtes capable d'identifier quelqu'un qui est sur un point de vente ou quelqu'un qui est sur votre site internet alors que c'est la même personne. Et l'un des premiers chantiers que justement les retailers ou les réseaux de distribution ont mis en vente, c'est de matcher la caisse justement avec les bases de données digitales. Parce que justement, jusqu'à maintenant, ces données étaient cloisonnées. Un point de vente connaissait ses clients. Le e-commerce, par exemple, connaissait ses clients, mais était incapable de matcher les deux. Et en réunifiant en fait les outils de caisse avec les outils digitaux, ça permet de centraliser ça et d'arriver un peu à cette gageure. Hein. Pour le moment, on n'est pas encore vraiment complètement, qui est de réunifier l'intégralité des datas pour savoir, à partir du moment où quelqu'un s'identifie, que c'est la même personne que celle qui a déjà acheté ou qui est déjà venue sur le point de vente. Il y avait deux autres questions. Voilà. Je voulais vous demander d'abord ce que vous avez comme outil en matière de service après-vente. J'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre en ce moment de la digitalisation, donc le marketing, la vente, premier contact avec le client, c'est très développé. Par contre, donc, surtout les produits à forte valeur ajoutée, une fois que le client a acheté, il est un peu laissé à lui-même. J'ai un exemple idiot là, que j'ai eu hier. Vous achetez un notebook, il faut changer la batterie. Vous essayez de vous renseigner comment est-ce qu'on peut changer la batterie, vous ne trouvez aucune information, finissez par prendre votre téléphone, on vous dit il faut envoyer le notebook à la centrale, ça prend 30 jours, donc vous immobilisez la machine pendant 30 jours, et si vous dites je veux changer la batterie moi-même, on vous dit si vous faites ça, la garantie n'est plus valable. Donc, je veux dire, le client, il est perdu, ça je peux vous dire. Oui, mais on est en plein en rupture de l'expérience, et donc rupture du parcours, voilà. Rupture de l'expérience. Et ça, c'est pour ça que je parlais d'organisation des entreprises et justement de communication entre les différents départements. Très clairement, ça ne marche pas, tout ce qu'on raconte là, si le C-level, vraiment les dirigeants, dont le grand patron ou la grande patronne d'une entreprise, ne donnent pas la direction et n'imposent pas cette digitalisation, cette transformation par le digital. C'est là que ça se joue en fait. C'est-à-dire que c'est probablement le service que vous avez contacté n'avait pas les données du service commercial et n'a pas de notion de fidélisation. Donc là, on touche vraiment à l'organisation de l'entreprise et à la valeur qu'elle met dans ses clients. C'est probablement une entreprise qui est en recrutement permanent, donc qui est tout le temps sur des KPIs classiques. Combien ça me coûte de recruter un client, mais qui pense absolument pas à la lifetime value du client, qui est clairement le nerf de la guerre pour avoir un business long terme profitable. Donc, on peut répondre par de l'organisation, par des outils, mais c'est la volonté des dirigeants de l'entreprise qui fera que ça marchera ou pas. Et qu'est-ce qui existe comme outil concrètement Des solutions, vous en trouvez plein, on propose. Pour donner quelques détails, en fait, c'est pas un problème d'outils, c'est plutôt un problème de compréhension d'abord de la problématique. Comment je gère mon SAV, ce qu'on appelle parfois le repair, maintenance, la reverse logistics. Les solutions existent technologiquement, il n'y a aucun
problème. Toutes les solutions pour prendre en charge physiquement le produit de A à Z et de Z à A pour qu'il revienne réparé à l'origine dans un délai très court et pour que ça fonctionne, toutes les solutions techniques existent. C'est plutôt un problème de concept et de design de l'entreprise, c'est-à-dire comment je veux, quel type d'expérience. D'abord, il faut que je mette clairement quel type d'expérience je veux offrir à mon client. Après, la technologie, elle est là. Elle est disponible en ligne, elle est disponible sur des systèmes beaucoup plus compliqués, elle peut être interfacée avec les partenaires logistiques, on peut suivre de la pièce détachée avec des numéros de série. Tout ça, ça existe. Vraiment, et depuis de nombreuses années, je dirais. Mais c'est plus un problème de design et d'infrastructure plutôt que de... On peut en reparler si vous voulez. Il y avait une ou deux questions. Oui, c'était ma question un peu, parce que vous parlez beaucoup de la data, la mission, etc. Après, c'est l'évangélisation, comment vous intervenez, parce que les silos et tout, c'est bien. Enfin, mais je pense que vraiment le nerf de la guerre, c'est là. Et parce que des systèmes d'information, coordonnés, tout ça, c'est très bien. Mais après, c'est la volonté et l'organisation. C'est la conduite du changement, quelque part. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On va dire 80% du temps, la conduite de changement en entreprise est sous-estimée. C'est une des raisons pour laquelle les projets échouent. On insiste nous très lourdement, très en amont là-dessus. Après, comme l'a dit Régis très justement, c'est aussi une stratégie top-down. C'est-à-dire que si tout en haut, dans les boards, eux-mêmes ne sont pas convaincus de la nécessité d'avoir une organisation centrée autour de la donnée, ce sera aussi un échec, parce que justement, derrière, toute la conduite de changement ne fonctionnera pas. Donc il faut faire très attention à ça et embarquer tous les métiers dès le départ. Voilà, tous les métiers, toutes les directions. On prend deux dernières questions devant. Voilà. Alors écoutez, moi je suis spécialiste en financement du négociation international d'une part, et je suis responsable de management qualité. Nos activités qui sont très différentes, puisque la deuxième consiste à être spécialisée dans l'organisation d'entreprise, repose et gravite au niveau du contrôle et de la maîtrise de l'activité, de la gestion de l'information et de son traitement. Moi, quand je vois cette politique de digitalisation quelque part, qui est très intéressante, qui est très efficace, qui va faire gagner beaucoup de temps, qui est une totale révolution, quelque part, je suis effrayé en me disant comment est gérée l'information de l'autre côté, qu'est-ce qui est fait en matière de sécurité. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas à l'heure actuelle, c'est qu'un jour ils vont se présenter à une frontière, par exemple aux États-Unis, et on va les amener à un poste parce qu'on aura collecté tellement d'informations dans le sujet qu'on a été potentiellement dangereux pour notre pays. Donc je crois qu'on n'est pas préparé à ce genre de situation. Avant même qu'on aille à un endroit, on saura qui on est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et on va apprendre des choses qu'on a même été abusés au niveau de notre identité. Donc quelque part, moi je suis un petit peu effrayé et je me dis, mais qu'est-ce qui est fait en matière de sécurité, sachant que la sécurité de l'information est quelque part le parent pauvre, comme c'est le cas de dans différentes sociétés. La sécurité, effectivement, est toujours le parent pauvre, même dans le domaine bancaire. C'est le parent pauvre et on est toujours dans une politique en réactivité. Alors je me dis, qu'est-ce qu'il fait à titre proactif? Voilà. Alors c'est clair, pour vous répondre, et je comprends effectivement que vous soyez effrayé, c'est un sujet sensible dès lors qu'on parle de données, effectivement. Sachez que en ce moment, alors d'abord au niveau européen, il va y avoir une loi qui va entrer en vigueur dès l'année prochaine, 1er janvier 2018, qui s'appelle la GDPR. Qui effectivement, je dirais, cadre l'utilisation très stricte des données personnelles du consommateur et donc qui impacte finalement l'ensemble des sociétés qui travaillent avec des données personnelles, qui peut conduire à des sanctions très graves, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une société. Donc on voit que pour des multinationales qui sont même installées sur sol suisse, qui ont des clients européens, la problématique n'est pas à prendre à la légère. En Suisse également, avec la révision de la LPD, il y a des projets qui sont en cours. Donc je dirais, il y a le cadre législatif, et puis après effectivement, il y a comment les entreprises et comment les institutions les mettent en place. Donc c'est tout le chantier qui nous attend aujourd'hui. C'est un gros chantier, à ne pas sous-estimer. Et j'espère que ça va pouvoir répondre à une partie, en tout cas,
de cette problématique qui rentre dans sur Je pense qu'il faut ajouter aussi dans par exemple les exemples que vous avez donnés d'M6 où on utilisait les données des utilisateurs. Ces données, elles sont anonymisées. Donc on sait que tel utilisateur a eu tel comportement, mais on ne sait pas que tel utilisateur c'est Camilla Lambotte. Donc on va faire des corrélations entre des comportements, mais elles ne sont pas associées à votre nom, à votre identité. Donc on va juste savoir que vous vous comportez comme telle autre personne et qu'il y a des chances que si telle autre personne a fait ceci, vous le fassiez également. Mais après, comme je vous disais, en fait, l'hébergement des données, l'utilisation des données, c'est un point qui est très sensible et qui est aussi pas. Vous parliez de bots, de ces robots qui vont à droite chercher l'information, il y a toujours des centres de formation pour récupérer ces informations. C'est effectivement, moi je suis quelque part effrayé. Il y a un vrai fossé entre l'évolution économique et la technologie et en fait la réactivité politique, c'est avant tout un problème, je dirais presque un problème politique aussi, sont les politiques européennes et mondiales qui doivent se mettre d'accord sur le. Je pense que c'est à vous d'attirer l'attention des politiques sur la manière des dangers auxquels on va s'exposer, au même titre que j'ai assisté une fois à une réunion sur l'industrie 4.0 où un dirigeant de Siemens a expliqué à un panel de politiques qui était là, en leur expliquant, écoutez, nous, on évolue, donc ça va générer beaucoup de chômage, puisque les tâches seront remplacées par des robots. Donc, en parlant aux politiques, en s'adressant aux politiques, en leur disant, vous devez évoluer, c'est à vous d'être innovant. Voilà, il faut trouver la solution, parce que voilà, c'est à vous, à mon sens, d'attirer l'attention des politiques sur ce qui risque de se passer, parce qu'un jour ou l'autre, on se sentira comme violé, à mon sens. Oui, c'est malheureusement dans de nombreux pays pas le cas de tous les politiques. Voilà. Un peu de retard. Il y avait quelques dernières questions, mais c'est vrai qu'on va avoir la séance de réseau de l'autre côté, donc vous pourrez encore poser vos questions aux interlocuteurs plutôt en direct. Je veux tenir aussi le timing, parce que je sais qu'il y en a qui ont des impératifs derrière. Je m'excuse. Une dernière question alors devant. Oui, excusez-moi. Je suis tout à fait bien sûr séduit par les différentes présentations qu'on a vues ce matin, qui sont toujours quand même à une échelle mondiale. C'est pas des petites entreprises que vous citez. La question est la suivante. Comment est-ce que vous adaptez finalement à une demande qui est, on va dire, plutôt locale, genevoise, ce business model mondial et séduisant, souvent ludique? Je travaille avec des clients qui ont effectivement un accès mondial par leur réseau de boutiques, mais on travaille aussi avec un café qui va se faire à Genève et Imaraquin. Comment est-ce que vous adaptez votre offre, ou est-ce que c'est des choses qui ne vous intéressent pas, dans la mesure où on est dans un bassin où il y a effectivement de très grosses entreprises internationales, mais il y a aussi des petites PME qui auraient besoin de vos services, et quand on voit ces présentations-là, on se dit, bon voilà, ça c'est pas beau. Non, alors je pense que cette présentation-là, c'est pour envoyer un peu du rêve et montrer des références vraiment très complètes, etc. Mais par exemple, chez Tatic, on travaille aussi bien avec des PME que des startups, que des grandes entreprises. Après, on n'adapte pas vraiment notre service en fonction de l'entreprise. On va faire peut-être plus d'accompagnement stratégique pour les aider à identifier leurs besoins, parce qu'ils ont rarement un responsable digital qui connaît par cœur toutes les technologies. Donc on fait parfois des ateliers d'idéation au sein de l'entreprise, où on a un consultant qui va les aider à définir leur stratégie. Mais après, au niveau de la construction du service, bien évidemment, on va prendre en compte leur budget et leurs besoins qui sera différent de la grande entreprise. Mais c'est le même système. Donc c'est s'ils ont envie de développer un bot, une PME peut tout à fait développer un bot qui sera peut-être moins complexe que le bot d'M6 ou d'un grand groupe, mais qui sera en mesure de répondre aux problématiques et aux questions de ses clients. Donc c'est pas une question de petite ou grande entreprise, c'est vraiment une question de besoin des clients, de s'adapter à ce besoin-là et puis à l'organisation et au budget de nos clients à nous.
prendre un exemple que j'ai vu à Lausanne il n'y a pas très longtemps dans un restaurant quand on m'échappe, sa façon de digitaliser son restaurant. Il a mis un compteur à l'ancienne qui tourne comme ça, comme les anciens réveils, à chaque fois qu'il a un like sur Facebook. Il a digitalisé son endroit. Chaque fois que quelqu'un voit ça, il veut voir si ça marche vraiment. Il va sur Facebook, il like la page. Et voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de. C'est pas une question de budget, c'est une question de pertinence par rapport soit à un positionnement communicant, soit par rapport aux besoins des clients ou autres. Enfin, là, effectivement, c'est ce que vous disiez, on présente les plus beaux cas. Et effectivement, celui qui peut le plus peut le moins. Donc, et en fait, le digital, tout est dans la bonne idée. Et évidemment dans l'exécution. C'est pas une question de budget. Évidemment, après, pour des entreprises comme la nôtre, en tout cas, je ne sais pas, c'est clair, il y a un ticket d'entrée minimum parce qu'on a des tarifs affichés, des choses comme ça, mais le montant total facturé n'est pas ce qui est discriminant pour je ne pense pas que la question était sur l'aspect du budget. Hein. Je ne veux pas qu'on se comprenne mal, parce qu'il y a des gens qui ont des toutes petites entreprises qui ont énormément de moyens. La question était plutôt de savoir si une entreprise qui est petite, qui ne saura peut-être pas exactement ce qu'il faut faire, comment on arrive à répondre à ses attentes sur un besoin qui est finalement relativement essentiel et qui échappe un petit peu à la dimension mondiale de ce qu'on a pu voir, qui est, comme je dis, très séduisante et qui convient. Je pense qu'en fait, c'est toujours le même processus et ce que vous avez expliqué, c'est partir vraiment du client, de l'utilisateur final. Quel est son problème? Comment est-ce que le digital peut éventuellement le résoudre? Et cette méthodologie, elle va fonctionner pour un grand groupe, mais elle va aussi fonctionner peut-être pour un café ou un restaurant où ils disent voilà, moi mon problème c'est que les gens attendent trop longtemps pour avoir une table. Est-ce que vous pouvez nous aider pour avoir un fournisseur plus rapide? On a un problème lorsqu'on passe les commandes, souvent elles sont perdues en cours de route. Donc c'est vraiment partir du problème. Et parfois le digital va pouvoir aider et parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème d'organisation interne. Mais c'est souvent la même méthodologie, c'est partir de l'utilisateur final et identifier quels sont ce qu'on appelle ces pains, donc vraiment les choses qui le dérangent dans son parcours de consommateur et de voir comment on peut lui faciliter la vie avec le digital. Et une fois, les gens qui ont moins l'habitude de travailler dans le digital, il faut les accompagner, donc vraiment les aider à bien comprendre leurs problématiques, à voir comment on pourra les aider, à faire intervenir plusieurs personnes de l'entreprise pour écouter plusieurs voix. Donc s'il y a des ouvriers, des cadres, des dirigeants, il faut écouter tout le monde pour que la solution convienne aux problèmes de chacun. Merci, je crois qu'on va. Merci pour vos questions. On va pouvoir continuer les discussions.